La Guadeloupe est désormais privée de son centre hospitalier universitaire. Un spectaculaire incendie a conduit à l'évacuation de l'établissement. Les autorités sanitaires et le gouvernement sont mobilisés pour assurer la continuité des soins. Devant l'urgence, le Palais des Sports du Gosier a été transformé en centre d'accueil. Le personnel du CHU est mobilisé pour prendre en charge ses patients. Les reportages complets d'ATV Guadeloupe sur cet incendie en tout début, en ouverture de ce journal. Les eaux de rivière Sens ne sont pas contaminées, c'est ce qu'affirme la municipalité de Goyave. Elle a procédé à ses propres analyses. Demain, l'ARS en réalisera de nouvelles pour rassurer les usagers de la plage. Ils l'avaient annoncé, ils se sont mobilisés devant les mairies, notamment celle de Capesterre-Belle-Eau. Les usagers de l'eau réclament le précieux liquide dans leur robinet et des changements draconiens à la tête de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Une large partie de cette édition sera consacrée à l'incendie qui s'est déclaré hier après-midi dans un local technique du CHU. Il aura fallu près de 10 heures de lutte aux 110 pompiers mobilisés pour venir à bout du feu, maîtrisé aux alentours de 22 heures. Au lendemain du sinistre, l'heure était au bilan pour les autorités. La totalité des patients ont été pris en charge. Aucun blessé n'est à déplorer. Mais comment assurer la continuité des soins alors que la Guadeloupe se retrouve privée de sa principale structure hospitalière? Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Tous autour de la table, ils n'ont pas beaucoup dormi. Les membres du centre opérationnel départemental et du plan blanc élargi déclenché hier soir pour évacuer les 460 patients, les sécuriser et pour ce matin assurer la continuité des soins, pour assurer les meilleures conditions de prise en charge des patients, car le centre hospitalier universitaire est complètement à l'arrêt. Évaluer la capacité de reprise du CHU nécessite un diagnostic afin de savoir quels services peuvent reprendre. En sachant qu'un hôpital, ça a besoin d'un plateau technique, ça a besoin d'analyse de biologie, ça a besoin de fluides médicaux, ça a besoin d'être bien sûr en sécurité. Et donc voilà, on a quand même des inquiétudes sur le bâtiment de la maternité, sur la réa, les soins critiques. Et donc c'est ça qu'il faut que maintenant on puisse explorer pour tracer un scénario dans les prochaines semaines, parce qu'il va falloir bien entendu faire des travaux. Tout ce qui est autour des services techniques là est complètement détruit. C'est-à-dire en gros le service biomédical, le service technique, tout ce qui va, il y a des espaces à la maternité qui sont extrêmement abîmés. Au fil des heures, la situation se normalise. La mobilisation et la solidarité des personnels, des familles de patients, des collectivités et des autres établissements de santé ont permis qu'il y ait une prise en charge organisée. Nous continuons de faire les reconnaissances sur la structure de Pointe-à-Pitre de manière à avoir un premier élément de reconnaissance et de diagnostic des dégâts que nous avons subis. Nous continuons de prendre en charge nos patients que nous avons orientés sur les différentes structures médicales, hospitalières, publiques et privées. Et nous commençons aussi à organiser la prise en charge à la fois des urgences, mais des urgences non programmées qui vont être gérées par la médecine ambulatoire. Avant l'arrivée de l'escrime, cet hôpital de campagne mobile qui sera installé sous 48 heures, avant que les personnels du CHU soient redéployés aux côtés de la protection civile qui arme cet établissement, chefs de pôle et chefs de service ont envoyé leurs équipes dans les différents établissements de santé qui accueillent les patients en fonction de certains critères, afin que les équipes puissent s'organiser, que moi je puisse savoir qui va à tel endroit, parce qu'il y a des problèmes aussi de prise en charge et d'assurance, qui va au CHBT, qui va à la polyclinique, qui va à Choisy, qui va aux eaux claires. Et surtout, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de rupture dans la continuité des soins, des patients qui sont déjà hospitalisés, des patients chroniques qu'on suit et qu'on va devoir revoir parce qu'ils ont des pathologies qui nécessitent qu'il y ait un suivi. En attendant les résultats de l'enquête sur l'origine de l'incendie, selon les premiers éléments, il s'agirait d'un accident. Une visite avec le préfet de région a eu lieu cet après-midi. Et face à l'urgence, un véritable hôpital de fortune a été mis en place devant le hall d'accueil du CHU avec des tentes du SAMU et du RSMA. Une nuit à la belle étoile pour la centaine de patients restés sur place avant d'être transférés tôt dans la matinée vers les autres établissements de santé de l'archipel. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter.
Ce patient évacué en hélicoptère vers le centre hospitalier de Basse-Terre souffre d'une pathologie lourde, ce qui nécessitait un transfert rapide et un établissement capable de dispenser des soins de haut niveau. Il comptait parmi les derniers malades évacués dans la matinée. Une opération particulièrement délicate enclenchée dès hier soir. 460 malades, 32 services, vidés en quelques heures. Beaucoup ont dormi à l'abri, mais dehors. Ils étaient tous en sécurité, mais ça c'est ce qui est le plus important. Vous avez vu, on avait des patients. L'ambiance était studieuse et sereine, grosso modo. C'est-à-dire que les professionnels savaient ce qu'ils avaient à faire pour les patients. Les patients, je les ai trouvés calmes, voilà, en confiance. Parce qu'on pouvait être angoissé, très sincèrement. Mais en même temps, ils n'étaient plus dans le bâtiment, donc c'est vrai que l'angoisse avait diminué. Et aussi dans des tentes, on avait les tentes, nos propres tentes de poste médical avancé, et aussi de l'armée qui nous a prêté une tente. Donc il y avait toute cette organisation qui est mise en place et qui était une organisation où on trouvait beaucoup de solidarité en interne, mais aussi avec les militaires, la police, les ambulanciers, etc. Le balai des ambulances est poursuivi une bonne partie de la journée. Le suivi des soins par le personnel du CHU sera effectif dans les établissements de Guadeloupe ou en Martinique, par exemple pour les patients des services de cardiologie. Ils ont été évacués par avion militaire en fin de matinée. Alors, d'une manière générale, c'est régulé. D'abord, il y a des prises de contact entre les médecins entre eux, c'est-à-dire qu'ils savent parfaitement où ils veulent envoyer les patients, quand c'est possible. Sinon, pour le reste du temps, là aujourd'hui, on est dans une organisation très dégradée au sens de l'organisation, pas de la qualité, en faisant en sorte qu'on puisse trouver de la place dans des établissements qui sont prêts à nous accueillir et où on va projeter nos propres patients, nos propres salariés. C'est-à-dire nos équipes suivent les patients dans les établissements où on les héberge. Le centre hospitalier universitaire a donc transféré en même temps que ses malades son personnel et du matériel adapté. C'est le SAMU qui a en charge toutes les opérations de régulation. Et à la clinique Les Eaux Claires, le personnel médical est sur le pied de guerre. C'est dans cet établissement que l'on a transféré les patients les plus graves. Certains sortaient à peine des tables d'opération. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Après l'incendie qui a endommagé une partie du CHU de Pointe-à-Pitre, la clinique des Eaux Claires a déclenché le plan blanc. C'est quoi le plan blanc? Ce sont nos médecins, nos responsables de service, la direction des Eaux Claires. Avec la direction du CHU, on se concerte, l'ARS, on met en cadence, on met en musique toute l'organisation des soins. L'essentiel, c'est que la permanence des soins soit assurée, la continuité des soins soit assurée et que les patients soient pris en charge. Ce que nous faisons, et nous sommes en complémentarité, et nous le faisons pour la complémentarité des soins, mais aussi pour les patients qui sont hospitalisés. C'est ce que nous avons mis en place très rapidement dès hier. Nous avons accueilli à peu près une quarantaine de patients, mais nous avons accueilli surtout 16 patients très lourds de la REA. La clinique doit par ailleurs s'adapter à ce nouveau flux de patients, sans pour autant négliger les siens. On est en train de mettre en place l'organisation du bloc opératoire, parce qu'on a rapatrié tout notre matériel pour l'accueil. Donc pour l'instant, on est en train de remettre en circuit notre bloc, et on va programmer ça pour savoir quand, comment et dans quel ordre on va faire les urgences. On ne fera que les grosses urgences. Et là, par exemple, on est en train de traiter une jeune fille qui est une urgence, mais qui n'est pas une urgence vitale. Donc on n'a pas été au bloc parce qu'on ne veut plus aller au bloc, on n'a pas d'accès. Et on l'a fait dans la salle des urgences pour essayer de ne pas la faire attendre et de ne pas avoir trop de séquelles. Ça va être un petit côté d'organisation un peu chaotique pendant quelques temps, le temps que tout puisse se mettre en place. La clinique des Eaux Claires assure donc la continuité et la permanence des soins en donnant notamment accès à son bloc opératoire afin de répondre aux urgences médicales. L'hôpital remplace également le service de réanimation, la maternité et l'accueil des patients du CHU. Et autre structure réquisitionnée pour recevoir les malades, le Palais des Sports du Gosier. Celui-ci a été totalement aménagé en centre de soins. 23 personnes y sont actuellement prises en charge. Karen Diama s'est rendue sur place. Transformé en lieu de prise en charge rapide, le Palais des Sports du Gosier accueille aujourd'hui une vingtaine de patients évacués du CHU. Là, vous avez une salle en fait, qui permet de récupérer les patients qui étaient au CHU hier soir, donc qui ont dormi au CHU hier soir. Donc ici, on leur propose une salle de récupération où les patients sont pris en charge par une équipe, de différents services. Donc la médecine B, la pneumologie et une partie des infirmiers des urgences sont présents pour un petit peu aider à la prise en charge de ces patients-là.
Donc ce sont des patients qui sont normalement en vue de rentrer à domicile ou sinon des patients qui vont dans d'autres secteurs, dans d'autres hôpitaux sur la Guadeloupe. Dans cette organisation qui s'est rapidement mise en place, une vingtaine de personnels médicaux assurent le suivi des patients, mais surtout l'acheminement de matériel médical. C'est du matériel de prise en charge basique avec des scopes, avec du matériel pour pouvoir perfuser, du matériel pour pouvoir permettre aux gens au niveau de la respiration, des masques d'oxygène, des bouteilles d'oxygène. Nous avons toute une série de boîtes des PCM qui sont arrivées par le SAMU. Donc nous avons de quoi prendre en charge des patients. Les moyens logistiques viennent du CHU, viennent principalement du service des urgences où nous avons délocalisé en fait pratiquement tout notre service logistique. Donc à partir de là, on essaie d'organiser les choses pour qu'on puisse déjà prendre en charge les patients qui sont là. Et on attend en fait les directives de la cellule de crise pour savoir comment nous allons continuer à prendre en charge ces patients-là. Après les évacuations survenues hier soir au centre hospitalier, des centaines de parents cherchent nouvelles et informations, ce qui pourrait ralentir le travail des équipes médicales sur place. Pour l'instant, il vaut mieux attendre. Pour l'instant, là, nous sommes vraiment dans une organisation qui est un peu... vraiment, on organise les choses, donc nous ne sommes pas totalement opérationnels. Donc je demanderai aux parents d'avoir de la patience. Les patients sont pris en charge, pour l'instant, du mieux possible. Et là, donc, de patienter. Les informations leur seront données par les médias. Donc ce n'est pas la peine de vous précipiter vers le hall des sports du Gosier, ça ne sert à rien. En attendant plus d'informations, les accueils d'urgence se font à la clinique des Eaux Claires. Et cet aménagement provisoire devrait être remplacé d'ici demain par un hôpital de campagne d'une superficie de 1000 mètres carrés. Cet hôpital conçu spécialement pour répondre aux besoins aux urgences en cas de catastrophe, pourra recevoir jusqu'à 150 urgences par jour. Complètement autonome et parfaitement équipé, il sera doté de blocs opératoires capables d'assurer jusqu'à 7 interventions tous les jours et disposera de 34 lits pour la maternité et 8 pour les soins intensifs. Un soutien logistique médical unique au monde. Et puis en bref, sachez que 200 patients dont l'état de santé le permet sont actuellement pris en charge à leur domicile. La ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, sera en Guadeloupe dès demain pour rencontrer les patients et les professionnels concernés par l'incendie du CHU. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur cet incendie qui s'est déclaré dans un local technique du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Et puis restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans un instant. ATV qui lève le doute sur les soupçons d'eau contaminée qui pèsent sur les eaux de la plage de Rivière-Sens à Gourbert. Et puis du nouveau dans le ciel avec une compagnie qui promet des vols Pointe-à-Pitre-Paris à moins de 100 €. Et oui, vous ne rêvez pas. Depuis le passage de l'ouragan Maria et des dégâts qu'il a occasionnés dans le sud Basse-Terre, notamment sur les canalisations, des rumeurs enflent régulièrement sur la qualité des eaux de la plage de Rivière-Sens où se déverseraient des eaux usées. Les eaux de Rivière-Sens ne sont pas contaminées. C'est ce qu'affirme en tout cas la municipalité de Gourbert qui a procédé à ses propres analyses. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. La plage de Rivière-Sens est gérée par le département, la CNBT, le club nautique et la ville de Gourbert. Tout ce qui a trait au bassin, c'est ressort de la classe BT. L'autre jour, on a évoqué une situation CDPN. Et s'agissant du plan d'eau maintenant, il s'agit d'une surveillance de la commune de Gourbert. À un certain niveau, la plage, parce qu'il y a une structure qui est juste à côté, qui est gérée par une association qu'on peut dénommer aujourd'hui, qui s'occupe des jardins et de l'environnement. Cette partie-là est entretenue par l'association. Nous avons pour obligation d'assurer la sécurité sanitaire des concitoyens. Il se trouve que Gourbert est une des communes qui a signé ce qu'on appelle un profil de baignade. Un profil de baignade, c'est un suivi que nous avons avec l'ARS à double titre qui nous permet de faire des entretiens, d'avoir un cahier à disposition de l'autorité que je suis, de par les agents, à disposition de l'ARS. Ce qui permet d'avoir un contrôle régulier et un entretien régulier des eaux de baignade. Après le passage des ouragans, certaines infrastructures proches de la plage ont été endommagées, mais aucune répercussion sur la qualité de l'eau de baignade. Alors, il est vrai qu'on a eu quelques événements très tôt au niveau de Maria, peut-être le temps que ça dure 24 heures, mais comme il y a des analyses à double titre, analyse de la commune, et là, je répète, analyse de l'ARS, donc on fait des rapprochements pour voir si l'eau de baignade est accessible aux concitoyens. Je précise, nous avons une école de natation pour dire combien c'est important pour nous
la surveillance du bassin d'Ivière-Sens. On a 3 maîtres nageurs. Les enfants vont tous les jours et je reçois des messages, même hier, quelqu'un me dit je ne comprends pas. Tous les jours je me baigne à la part de d'Ivière-Sens, j'entends que l'eau est polluée. Non, je pense qu'il y a eu un événement qui s'est produit de l'autre côté, mais pas sur la plage. Au moment où je parle, hier on a reçu, et l'ARS aussi a dû intervenir pour dire que les analyses d'aujourd'hui sont conformes aux règles d'hygiène et aux règles sanitaires. Donc nous avons tenu donc à rassurer le monde scolaire, il y va de notre responsabilité. Et je crois que je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien à craindre. La ville de Gourbert et l'ARS procèdent donc régulièrement à des prélèvements sanitaires. Le prochain prélèvement aura d'ailleurs lieu ce jeudi à Rivière-Sens. Et ce matin, les usagers de l'eau de Capesterre-Belle, Baillif et Gourbert se sont mobilisés devant les mairies respectives de leur lieu d'habitation pour dénoncer l'absence de liquide vital dans leur robinet. Ils remettent en cause la compétence de Lucette Michaud-Chevry à gérer ce dossier et réclament sa démission. Yvan Lemar a suivi l'un de ces collectifs à Capesterre-Belle. Dès 5h30 du matin, une quarantaine de membres du collectif des usagers de l'eau a bloqué la mairie de Capesterre-Belle. Vers 9h, une rencontre avec le maire a été organisée, l'occasion pour Joël Beaugendre de rappeler son soutien au collectif et d'annoncer certaines mesures. Hier, j'avais une réunion avec Madame la Présidente de la CSBT où effectivement nous avons étudié point par point une convention de mise à disposition, de gestion de l'eau à Capesterre-Belle qui nous sera effectivement déléguée. Alors nous disons qu'effectivement, que nous avons commencé déjà à faire des travaux. J'en ai plus de 200 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, nous serons en bon droit de faire un certain nombre d'exercer un certain nombre de compétences au nom de la CSBT au niveau de Capesterre-Belle. Durant 1h30 d'échange, le collectif a expliqué au maire ses différentes démarches. À partir de maintenant, nous ne serons plus seuls au niveau de Capesterre-Belle, nous allons nous constituer en fédération des associations, d'accord, avec déjà un socle constitué avec la commune de Baillif et la commune de Gourbert. L'objectif, c'est de porter ce mouvement au niveau de la Guadeloupe, afin de sensibiliser encore plus nos élus sur ces problèmes et voir si nous arrivons un jour à résoudre ces problèmes de distribution d'eau qui n'ont que trop duré. L'autre information importante de la journée que nous avons voulu faire passer, c'est que nous allons porter cette affaire en justice. D'accord ? Nous avons un avocat qui va traiter cette affaire en la personne de Maître Harry Durimel. Et nous allons demander réparation pour ces personnes qui nous privent délibérément, disons, d'eau. Selon le collectif, des actions sous différentes formes seront menées durant toute l'année. Et comprenez-vous, la révolte des usagers de l'eau, c'est la question que vous a posée Karen Diamin. On écoute vos réponses. On est bien obligé de trouver une solution parce que par contre, il faut qu'ils expliquent pourquoi ils barrent les routes, pourquoi ils bouchent les routes. Je pense que s'ils font des tracts et qu'ils distribuent sur les marchés, dans les centres commerciaux, dans des endroits publics pour rencontrer des gens et surtout expliquer la raison pour laquelle ils font ça, et les gens ils vont comprendre. Et je suis solidaire avec ces gens-là. Ce n'est pas normal qu'un département comme la Guadeloupe, que nous souffrons de ce problème. Je trouve que c'est regrettable, mais malheureusement, ce n'est seulement quand on barre les routes qu'on vous entend. Alors c'est malheureux, mais bon, on va continuer longtemps comme ça s'il n'y a pas plus de dialogue en Guadeloupe. Quelque part, ils ont raison, parce que moi-même, je suis concerné. Je suis de Capesterre. Donc c'est vrai que ça tout longtemps que ça dure, il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc s'ils barrent les routes, moi je ne vois pas. Si c'est la seule solution qu'ils ont, je pense qu'ils ont été voir pas mal de personnes qui sont concernées directement, les collectivités et autres. Donc là, je leur donne raison quelque part. Les gens qui barrent les routes, beaucoup de Guadeloupéens trouvent que c'est pas normal qu'on les prive de leur liberté d'aller et venir. Mais l'eau, c'est un besoin vital pour l'homme. Hein. Un homme ne peut pas vivre sans eau. Mais tout ce que j'ai à dire, ils ont raison. Pourquoi parce que l'eau, c'est élément. Si ils n'ont pas d'eau, on ne peut pas vivre, quoi. Je les comprends. Nous sommes dans un pays où nous avons des rivières. C'est pas normal qu'au XXIe siècle, on n'ait pas d'eau en Guadeloupe. Je prends le cas de Capesterre ou de Gourbert. Ce sont des communes où il y a de l'eau.
Cap-Esther donne de l'eau à d'autres communes. Comment? C'est pas normal. Ceux qui sont aux commandes de la Guadeloupe depuis que la Guadeloupe est la Guadeloupe nous disent on s'occupe de vous, on prend soin de vous. Alors j'ai demandé à Mme Michel, oui, puisque c'est elle qui a le porte-monnaie, c'est elle qui décide et qui nous dit récemment à la télé, Guadeloupéens, mettez de l'eau là, puis mettez baril pour tout remplir de l'eau. Est-ce que quelqu'un mettez baril puis remplir de l'eau? Il n'a pas fait. L'argent là que Guadeloupéen a payé depuis non là, eh bien il a servi pour nous acheter un appartement à Paris, il a servi pour nous faire réel l'hôtel à Yo, à Punta Cana, à Cuba et je dis là, il a dit comme ça, papa, petite maman, pépé, papa, nous avons occupé des autres. Eh bien, arrêtez Guadeloupéen, arrêtez baril la riz, et quand là, c'est en porte-monnaie là, ça fait mal là, arrêtez payer de l'eau là, qu'elle n'a pas ni là. Et dans le reste de l'actualité, demain, l'Université populaire Yoté Pounousé ouvrira son premier colloque international sur les richesses de l'histoire de la Guadeloupe, des Amérindiens à nos jours, au Furfer d'épée à Gosier. Plus d'une trentaine d'intervenants est prévue et une centaine de thématiques seront traitées. Rachel Plocos, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élève justement à cette université populaire depuis maintenant 10 ans. En quoi consiste ce colloque international? C'est le premier. Bonsoir. Alors ce colloque se propose de permettre à tout un chacun, à tout public, de s'interroger sur le passé, sur notre passé. Il y a énormément de thématiques qui seront abordées. On parle même d'une centaine de héritages Congo en Guadeloupe, à juste aussi l'impact de la cuisine moderne sur notre alimentation. Pourquoi ces questionnements? Est-ce que justement ces questions répondent à de vraies interrogations sociétales? Tout à fait. Et nous les abordons avec l'angle de l'histoire. C'est-à-dire que l'alimentation que nous avons aujourd'hui a changé et il y a ce sont des conséquences de différentes... Vous êtes membre à cette université populaire depuis maintenant 10 ans. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Énormément de choses. Énormément de choses. J'ai découvert une histoire que je n'avais pas apprise à l'école. J'ai appris aussi à analyser les documents, à analyser les faits, à ne pas accepter d'emblée tout ce qu'on me dit. Et j'ai appris à chercher, ça m'a donné envie de chercher encore. Pendant 4 jours, ce colloque aura lieu pendant 4 jours sur 3 sites emblématiques, Fort-Fleur d'Épée. Oui. Et les 2 autres? Les 2 autres, alors donc jeudi et vendredi, nous serons au Fort-Fleur d'Épée. Samedi, nous serons au Ciné-Théâtre du Lamentin, toute la journée. Et dimanche, nous terminons en beauté pour la clôture au site de l'Arche à Bémao, qui est un magnifique site au bord du grand cul-de-sac marin. À qui s'adresse ce colloque? Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde. C'est ouvert à tous. L'entrée est gratuite. Il s'adresse à tous ceux qui ont envie d'en savoir plus et qui ont envie d'entendre des spécialistes présenter l'état de leurs recherches. Et de nombreux spécialistes ont été invités, je crois, d'Afrique, des États-Unis et de la Caraïbe. Alors nous avons des personnages qui viennent de New York, du Guatemala. Nous avons un ancien ministre du Guatemala, Mario Ellington, qui vient donc parler du peuple Garifuna. Nous avons un Guadeloupéen qui vit au Mexique, Nicolas Ray, qui a aussi fait des recherches sur les Garifuna, mais là qui va nous parler de la Caraïbe, de la nécessité de s'unir un jour. Nous avons Chris de Rigue, nous avons Réginald Murphy d'Antigues, Chris de Rigue vient de Grenade. Les thèmes sont très variés avec des intervenants qui interviennent et qui ont une expertise dans plusieurs domaines. Il n'y a pas réellement de temps fort. Qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce qui ressort? Quel est l'axe, le fil conducteur de ce colloque? Alors le fil conducteur, c'est notre thématique, des hommes face à leur passé, donc des hommes de Guadeloupe, de la Caraïbe. Le fil conducteur, c'est s'interroger, c'est-à-dire entendre l'état des recherches et avoir envie ensuite de continuer à apprendre. Voilà.
C'est ce qu'on aimerait pouvoir faire passer. Que chaque Guadeloupéen se saisisse de son histoire et de celle de la Caraïbe. Voilà. Alors les temps forts, on a quand même 2 temps forts culturels, on va dire. Vendredi, on termine la soirée avec le groupe Simen Contra, avec un coup de tambour, une soirée soupe. Et dimanche, sur le site de l'Arche, nous aurons un déjeuner solidaire, un bon déjeuner, qui restera dans la thématique abordée par Henri Joseph sur les pois. Donc on aura les pois dans le menu. Et nous saurons aussi quel rôle le poids nous aurons entendu joué dans l'alimentation des esclaves et leur ont permis de tenir bon. Est-ce que ces colloques donneront lieu à des travaux qui seront restitués au grand public et aussi à la recherche? Tout à fait. Nous avons l'intention d'en publier les actes comme il se doit. Le programme de ces 4 jours, en tout cas, ce colloque va débuter demain au Fleur d'Épée, dès le matin. Riche. À 16h. À 16h, il est riche et dense en tout cas. Oui. Et où est-il accessible? Où peut-on se procurer ce programme? Alors, nous avons une page Facebook sur laquelle on peut trouver le programme. Alors, il suffit de taper Yoté Ponoussé et on aura le programme très facilement. Rachel Plocos, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Il n'est pas toujours évident de passer à la télé, ce n'est pas un exercice facile. Je reste avec moi en tout cas, c'est une annonce qui pourrait bien bousculer le marché transatlantique. La nouvelle compagnie low cost, peut-être que vous la connaissez, elle est anglo-saxonne, Level, a lancé une nouvelle offre pour les Antilles. L'aller simple Paris-Pointe-à-Pitre serait fixé à 99 € au point de 100 €, un prix alléchant qui prendra effet dès le mois de juillet prochain. Le détail avec notre correspondant Éric Dupuis. On regarde ensemble. Orly sera bientôt à 99 € de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Ce prix d'appel a été annoncé mardi par une nouvelle compagnie low cost long courrier, Level, filiale de British Airways et Iberia, qui a démarré seulement en juin dernier sur la liaison transatlantique entre Barcelone et les Amériques. Quand on voit comment ça a marché à Barcelone, où ça a fonctionné de façon phénoménale depuis le lancement de cette marque, on est persuadé qu'on peut répliquer exactement la même chose à Orly. Pour ce tarif-là, aucune prestation à bord de ces nouveaux Airbus A330-200, ni de bagages en soute, de quoi poser la question de la rentabilité de la ligne. On ne vend pas tous les sièges de l'avion à ces tarifs-là, comme vous vous en doutez bien. Par contre, on en vend une partie importante, ça fait partie de notre stratégie. On fait très attention à nos coûts. C'est notre culture dans le groupe. On est confiant que c'est une nouvelle offre, c'est un business model qui est différent. On est absolument persuadé qu'avec ce modèle, on peut créer de la demande. Et leur cible, c'est un marché jusque-là non exploité par aucune compagnie aérienne, et pour cause. On s'est rendu compte qu'au départ de Barcelone, on a fait voyager beaucoup de gens qui soit n'avaient jamais pris l'avion, soit avaient pris l'avion, mais uniquement en moyen courrier. Avec Level, cela portera à 5 le nombre de compagnies desservant les Antilles depuis Paris, une concurrence qui pourrait être fatale à certaines. Ceux qui se battront, ceux qui traiteront bien les clients, ceux qui leur offriront des bons prix et les services adaptés, seront là pour répondre à la demande de la clientèle qui est très forte. Ceux qui ne savent pas s'adapter, peut-être disparaîtront-ils, mais chacun ses responsabilités. Et la concurrence pourrait bien s'accroître à nouveau sur la ligne Paris-Antilles. Une probable liaison transatlantique d'une autre compagnie low cost venue du nord de l'Europe pourrait être annoncée dans les tout prochains jours. Et c'est l'heure des informations pratiques, ces informations justement qui concernent liées à l'incendie au CHU. Il y a un numéro d'urgence qui est disponible, c'est celui du 18. Les médecins libéraux sont également joignables au 0 590 85 13 deux fois. Et puis un numéro vert a été mis en place pour avoir des nouvelles de vos proches. Il s'agit du 0 590 89 10 12. Et puis demain, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Gosier, des coupures sont prévues dès demain 18h avec un retour à la normale, c'est-à-dire de l'eau dans les robinets. Le lendemain à 6h du matin, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'université de Saint-Claude de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 deux fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 29 novembre. Nous l'avons vu ce soir, la Guadeloupe est privée désormais de son centre hospitalier universitaire. Un spectaculaire incendie a conduit à l'évacuation totale de l'établissement.
Mais les autorités sanitaires et le gouvernement sont mobilisés pour assurer la continuité des soins. Et puis face à l'urgence, le Palais des Sports du Gosier a été transformé aujourd'hui en centre d'accueil. Le personnel du CHU est mobilisé pour prendre en charge ses patients. Mais d'ici demain, il devrait être remplacé par un hôpital de campagne. Les eaux de rivière Sens à Gourbert ne sont pas contaminées. C'est ce qu'affirme en tout cas la municipalité. Elle a procédé à ses propres analyses. Demain, c'est l'ARS qui réalisera de nouvelles analyses pour rassurer les usagers de la plage. Ils l'avaient annoncé, ils se sont mobilisés devant les mairies, notamment celle de Capesterre-Belle-Eau. Les usagers de l'eau réclament le précieux liquide dans leur robinet et des changements draconiens à la tête de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain à 18h50.